Bonsoir et bienvenue dans votre journal. Les titres de l'actualité de ce mercredi 25 novembre, le décès de la légende du football. Diego Maradona est mort à 60 ans des suites d'une crise cardiaque. Décès survenu ce mercredi. 48 heures de grève à l'université de Saint-Louis. Les travailleurs du Centre des œuvres universitaires boycottent les services, une manière de dénoncer les dérives des étudiants lors des manifestations. Le bus rapide transit balaye tout sur son passage. En raison des travaux, les occupants du tracé doivent quitter les lieux aujourd'hui même. Ils n'ont pas de site de recasement et courent derrière des dédommagements. Et enfin, une nouvelle découverte dans ce 1945. Cœur-Lamine Camara est un village historique situé dans le département de Koungheul. Il est fondé par l'érudit de l'islam Bouna Hamdi Kounta. C'est à découvrir tout à l'heure. La légende du football mondial, Diego Maradona, est mort ce mercredi d'un arrêt cardiaque. Il avait 60 ans, Amago Robernian. Si le football était un art, Diego Maradona en serait l'artiste jamais contesté. Il était pour beaucoup le plus grand joueur argentin de tous les temps, issu des quartiers pauvres de Buenos Aires. Le PIB des Oro ou Gamay en or est tombé dans le chaudron de la Bombonera, le stade du club Boca Juniors quand il était petit. Diego Maradona restera également le symbole et capitaine incontesté de l'Argentine. Il offre à sa nation sa deuxième Coupe du Monde. Sous les couleurs de l'équipe nationale pendant 17 ans, de 1977 à 1994, le légendaire numéro 10 a marqué 50 buts en 115 matchs. Le mondial 1986 au Mexique avec la sélection argentine est en effet celui de la consécration de Diego. Cette année-là, il remporte la compétition après avoir marqué à 5 reprises et offert 5 passes décisives à ses partenaires. C'est le quart de finale contre l'Argentine qui le fait entrer dans l'histoire du football. Alors que les deux pays s'affrontent au Malouine, Diego Maradona offre la victoire à son peuple, d'abord en marquant de la main un geste passé à la postérité comme la main de Dieu. Puis, il dribble victorieusement toute la défense adverse dans ce qui sera retenu sacré but du XXe siècle par la FIFA. Pendant la seconde moitié de sa carrière, Maradona lutte contre la cocaïnomanie et il est interdit de pelouse pendant 15 mois après avoir été testé positif à cette drogue en 1991. Il prend sa retraite du football professionnel en 1997, le jour de son 37e anniversaire, lors de son deuxième passage chez les géants argentins de Boca Juniors. Après avoir brièvement dirigé 2 équipes en Argentine, au cours de sa carrière de joueur, Maradona est nommé entraîneur principal de l'équipe nationale en 2008 et quitte le pays après la Coupe du Monde de 2010, sortie par l'Allemagne en quart de finale. Il venait de fêter ses 60 ans. Fin du match pour Diego, la main de Dieu s'en va rejoindre le royaume des cieux à la suite d'un arrêt cardiaque. Le portrait de Diego Maradona signé Amago Robernian. L'actualité au Sénégal. Des remous à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Les agents du CROUS étaient en assemblée générale aujourd'hui. Ils ont dénoncé l'attitude des étudiants qui s'en prennent à eux lorsqu'il y a manifestation. Ces travailleurs ont donc décidé de décréter 48 heures de grève. Les détails dans cette correspondance de Momar Alignan et Mortar Sec. 48 heures d'arrêt de travail renouvelable. Tel est le mot d'ordre décrété par l'intersyndicale des agents du Centre régional des œuvres universitaires de Saint-Louis, le CROUS. Ces derniers fustigent l'attitude des étudiants qui, à chaque mouvement d'humeur, s'en prennent au personnel du CROUS. Les étudiants, ce qu'ils ont fait, ils ont l'habitude de le faire.
Parce que ça fait presque 1 an, on a une commission sociale qui est dans l'université en train d'intimider le personnel, en train de brutaliser le personnel. Alors que c'est des choses qu'on a reprochées à l'administration, donc on veut régler ça définitivement en tant que délégué du personnel, en tant que collectif des délégués du personnel. Pour ces travailleurs, il est plus qu'urgent que les autorités prennent en charge leur sécurité. Dans toutes les universités du Sénégal, ce qui existe au niveau de Saint-Louis, ça n'existe nulle part. Donc on veut régler ce problème définitivement. Laisser les travailleurs travailler, vaquer à leurs occupations. C'est le droit le plus absolu. Et interpeller les autorités de l'université, le recteur en personne, le directeur du CROUS et toutes les autorités étatiques de ce pays pour régler définitivement ce problème. Ces agents du Centre régional des œuvres universitaires de Saint-Louis sont plus que jamais déterminés à aller jusqu'au bout de leur combat. Une matinée surprise pour les occupants du trajet du bus rapide transit, le BRT. Ils ont été sommés de quitter les lieux aujourd'hui même. Inquiétude et désarroi sur place. Certains dénoncent une absence de sommation. Bobacardien. Une sommation de libérer l'espace public est servie à ceux qui occupent le tracé prévu pour les travaux du BRT. Ce monsieur confirme avoir reçu la sommation de quitter son lieu de travail. D'ailleurs, il s'apprête à ranger sa marchandise. Il est désemparé. Ils m'ont demandé de quitter les lieux. Je suis en train de me préparer comme ça. Je range mes bagages. Nous acceptons de partir même s'il est difficile de trouver un espace où travailler. Dans cette maison, Mati prépare son repas du jour. Du chou, elle est aidée par 2 autres femmes. Elle doit quitter son restaurant qu'elle gère depuis 10 ans. Un jour, des agents m'ont amené cette sommation me faisant savoir que je dois quitter mon restaurant dans 6 jours. C'était le mercredi passé. Sans ce restaurant, ça sera vraiment dur pour moi. Pour avoir un local, il faut 200 voire 300 000 francs CFA. Sur la sommation qui leur est donnée, il est mentionné noir sur blanc que les occupants doivent libérer l'espace à la réception du chèque d'indemnisation, mais Mati n'a rien reçu de tel. Ils ont dit que nous devons recevoir un chèque avant de libérer l'espace. Jusqu'à présent, je n'ai pas touché de chèque. Djakeipel, c'est une mosquée au bord de la route. Elle doit être démolie pour les travaux du BRT aussi. Ses fidèles lancent un appel. Mais amnañu fi ñaari kër benn kër gi 50 millions benn si kër gi 60 millions. Nous sollicitons de l'aide. Quelqu'un nous a proposé 2 terrains, l'un d'une valeur de 50 millions et l'autre 65 millions. Si quelqu'un peut nous aider à avoir un autre lieu de culte, ce serait formidable. Ici, il y a des pères de famille. Dimbali ñu am fu ñuy jaamoo Yàlla mun a dundal suñu njaboot. Ces populations, dans le désarroi total, doivent libérer l'espace public de toute occupation irrégulière pour les travaux du bus rapide transit. Le BRT traverse 14 communes de Dakar avec une moyenne de 300 000 passagers par jour avec des navettes toutes les 45 minutes. Merci Bobacardien. Et cette annonce faite hier lors de la conférence de presse du gouvernement, le ministre en charge de l'eau annonce la fin des pénuries en mars 2021. Encore 4 mois à tenir pour toutes ces personnes impactées par la perturbation dans la distribution. Et cette annonce du ministre Serine Baïtiam ne rassure point à des complaintes dans ce reportage de Nancy Diouf Moustapha Gueye. Le Sénégal, surtout Dakar et sa banlieue, sont confrontés à des coupures d'eau. Le problème ne date pas d'aujourd'hui. Sen'Eau annonce des solutions à l'horizon mars 2021. Certains consommateurs peu convaincus s'impatientent et estiment que la société doit céder la place si elle n'est pas à même de résoudre le problème. Ce qui est anormal et irresponsable de la part de Sen'Eau. Normalement, l'eau est vitale. On ne devait pas avoir ce problème, on devait dépasser ce problème-là depuis Mathusalem. Mais aujourd'hui,
On est en 2020, à l'aube de 2021, on a un problème vital qui est l'eau. Donc on est pour moi à la période de l'après-histoire. Ils ont une obligation même de nous donner de l'eau. S'ils ne peuvent pas le faire, mais qu'ils démissionnent, on va appeler un autre concessionnaire. L'impatience est aujourd'hui le sentiment le mieux partagé chez les consommateurs. Pour beaucoup, 2021 est encore très loin face à l'urgence. Oui, maintenant trop parce que quartier boo dem presque ñu ngi jooy ndox quoi te loolu. C'est très difficile. Presque tous les quartiers de Dakar ont des problèmes d'eau, alors que l'eau fait partie de notre vie. Avec cette pandémie, nous ne pouvons pas permettre que des zones manquent d'eau. 2021, c'est même très loin. La CNO doit régler ce problème au plus vite. 2021 sax dafa sori à l'espace de 2 mois war na mën mat. 2021. Non. Nous voyons les efforts qu'ils font actuellement. Quand ils disent que le problème de manque d'eau au Sénégal sera réglé en mars 2021, personnellement, je n'y crois pas. Peut-être vers la fin de l'année 2021, on n'aura plus ces mêmes problèmes. C'est impossible. Le liquide précieux est toujours rare au pays de la Teranga. La population sénégalaise exige une solution face à ce calvaire qui n'a que trop duré. Et au lendemain de cette sortie médiatique du gouvernement, des Sénégalais décortiquent les discours et promesses. Awatcha Seydina Mbaye ont fait un tour dans les rues de Dakar. La conférence de presse périodique du gouvernement, une nouvelle stratégie de communication pour mieux informer le citoyen. Ces derniers saluent l'initiative. Aujourd'hui, ils ont manifesté un désir et un besoin de mieux faire. Ils ont manifesté un besoin aussi de réparer. Parce que qui dit réparer, dit il y a une portion d'aveu par rapport à ce qu'on devrait faire et on ne l'a pas fait. Donc aussi, ils ont manifesté le besoin de faire et de bien faire. Donc nous aussi, on les encourage sur cet aspect. Sur l'immigration clandestine, l'emploi des jeunes et le manque d'eau, les questionnements semblent demeurer. En tant que Sénégal, un pays comme Sénégal, juste au niveau de l'eau, je ne suis pas content du tout. Au niveau de l'électricité aussi, pareil. C'est que le gouvernement, ils ne font pas leur travail du tout. Voilà, parce qu'un père de famille, tu te réveilles la nuit à 3h du matin pour aller chercher de l'eau, c'est pas normal. D'abord, il faut qu'on passe sur tout ce qui est déconstruction mentale. Parce qu'il faut savoir que l'immigration clandestine n'est que le prolongement de l'exode rural. Donc d'abord, il faut mettre en place un programme de communication, de sensibilisation pour participer à une déconstruction mentale sur les jeunes, tout en les convainquant à croire que maintenant, il est fort possible de rester au pays, travailler, mais aussi réussir à côté de sa famille. Face à ces fléaux, les Sénégalais, au-delà des informations, attendent des solutions concrètes. Une note sur l'immigration clandestine et ses conséquences socio-économiques. Un économiste financier, Ousmane Sané, interpelle le FONGIP et l'ANPEJ. Il estime que ces structures de financement ont un rôle clé à jouer dans la réinsertion sociale et économique des candidats à l'immigration irrégulière. Ousmane Sané s'explique au micro de Djeba. Je considère qu'un jeune qui prend le risque d'aller en haute mer pour traverser et aller en Europe, si ce jeune-là périssait, on ne peut que déplorer cela et prier pour le repos de son âme. Mais les jeunes qui échouent et qui reviennent, je pense qu'il doit y avoir une ligne de financement au sein de l'ADER, par exemple, pour récupérer ces jeunes qui, face au désespoir, ont tenté l'aventure en mer. Ils reviennent. Je pense qu'aujourd'hui, compte tenu de leur profil d'aventurier, ils peuvent être recyclés en entrepreneurs. Parce que l'entreprise aussi, c'est une forme d'aventure. C'est on sauve vers l'inconnu. Et il est important dans le capital humain d'un pays que quand la force vive comme les jeunes tentent des aventures comme ça et qu'ils échouent, on ne peut pas les laisser aller dans la nature. On doit pouvoir les récupérer et en faire des vecteurs et des modèles de réinsertion après avoir tenté une aventure périlleuse comme ça. Et en faisant quoi? Ces jeunes-là doivent pouvoir être recensés, bien localisés et les former d'abord
d'abord leur faire une prise en charge psychologique pour les ramener à la raison, ensuite leur donner une formation en entrepreneurship et enfin leur donner du capital et de l'accompagnement pour qu'ils réalisent les projets pour lesquels ils ont des ambitions. Également dans l'actualité, l'Observatoire de suivi des indicateurs de développement économique en Afrique évalue les impacts dévastateurs de la pandémie Covid-19 sur l'exploitation du pétrole et du gaz au Sénégal. Tous les acteurs se sont réunis autour de cette problématique. Étaient présents nos reporters à Damassar, Seydina Mbaye. La pandémie de la Covid-19 a touché de plein fouet le secteur du pétrole et du gaz. Raison suffisante pour l'OCDEA de regrouper tous les acteurs du secteur afin d'échanger sur les impacts socio-économiques de la crise sanitaire sur l'exploitation du pétrole et du gaz au Sénégal. Pensons que cette table ronde qui a été initiée l'année dernière avec les mêmes partenaires aujourd'hui est institutionnalisée comme une rencontre qui permettra de faire le suivi et l'évaluation de ces projets-là, qui sont de gros projets pour le Sénégal, mais qui impliquent aussi la nécessité d'échanger, de se comprendre, de se confronter en termes d'idées pour dégager des pistes de recommandation. BP et Woodside qui ont voulu vraiment participer à informer des étapes qui sont liées aujourd'hui à la crise de la pandémie sur les projets GTA et Sangomar. L'ADER entend accompagner les jeunes dans la formation aux métiers de gaz et de pétrole. Exactement, c'est le partenariat que nous avons créé avec ces partenaires pour mettre en place une ligne de financement qui sera dédiée aux jeunes qui sont formés dans les métiers du pétrole et du gaz, qui auront la possibilité de créer leur entreprise, mais aussi qui auront la possibilité de soutenir les grandes entreprises comme BP, British Petroleum, Woodside, Cairn, etc. etc. Donc aujourd'hui, les jeunes Sénégalais doivent se dire qu'on est aussi à l'économie du pétrole. Les ressources naturelles, leur exploitation, leur transformation requièrent des compétences particulières qui sont en train d'acquérir dans des écoles de commerce ou des écoles d'ingénieurs. De l'avis du ministre du Pétrole et des Énergies, les conséquences de la pandémie du coronavirus sur l'exploitation du pétrole et du gaz seront limitées au Sénégal. La pandémie liée au coronavirus a en effet contraint les États à prendre des mesures de confinement qui ont eu, entre autres comme conséquence, un ralentissement, voire un arrêt des travaux dans les pays où la plupart des équipements de production nécessaires aux projets pétroliers et gaziers sont fabriqués. Fort heureusement, au Sénégal, nos partenaires ont pris l'engagement de faire tout leur possible pour minimiser les impacts sur les délais de production des premiers mètres cubes de gaz et barils de pétrole. Il nous faut continuer à œuvrer dans ce sens. La deuxième table ronde sur la gouvernance des ressources minérales va permettre à l'OCDEA et ses partenaires de mieux informer l'opinion publique sur l'exploitation de nos ressources naturelles. Et parlons d'innovation à Damassar. La cité financière de Sandiara a été lancée hier. Elle s'étend sur 20 000 mètres carrés. L'objectif est de créer un environnement propice au développement industriel afin d'attirer les investisseurs d'ici et d'ailleurs. Muntagaka nous en parle ce soir. Cette cité financière a pour objectif de créer un environnement propice à l'investissement pour l'émergence de la zone et du Sénégal. L'objectif, c'était de mettre les industries à côté des banquiers et mettre les banquiers à côté des industriels. L'objectif, c'est de faire en sorte qu'il y ait un écosystème où le banquier qui a besoin de 1 milliard ou 10 milliards pour construire une usine de lait, une usine d'engrais, une usine de véhicules, puisse tout de suite trouver dans le même site une banque et des assurances capables de lever ces fonds immédiatement. Des infrastructures impressionnantes seront mises en œuvre pour les besoins du programme. Donc dans le court terme, nous allons avoir donc une tour de 10 étages pour 15 000 m² de bureaux, des salles de conférence, des salles de presse aussi pour vous, des restaurants, des hôtels, des supermarchés à l'intérieur, des parkings. Et dans la phase 2, qu'on espère dérouler dans les 5 prochaines années, il y aura carrément 2 autres tours de 10 étages également, mais qui vont permettre maintenant d'accueillir des sièges de sociétés au niveau mondial, des sociétés informatiques, bancaires, des multinationales, qui vont essayer également d'assurer ce qu'on appelle des fonds de pension pour financer l'économie. Il est prévu l'installation de 4 universités et d'autres écoles de formation. Depuis hier, la commune a décidé d'accréditer 4 universités.
l'Université de Dakar qui s'installe maintenant dans la zone de Mboro pour un pôle de recherche industrielle. Donc l'école de douane, l'école nationale de douane également s'installe à Sanguir. L'école 1337 du Maroc, qui est la plus grande école de codage informatique, s'installe à Sanguir pour l'Afrique de l'Ouest. Ce sera la seule pour l'Afrique noire. Et maintenant l'Université Subdeco, qui est l'une des meilleures universités privées du Sénégal aussi. Et dans le reste de l'actualité, un souvenir. Ce 25 novembre, l'on se rappelle du décès de Cheikh Tidiane Diop, un réalisateur et membre fondateur de la troupe Daaray Kocc. Il est considéré comme l'un des pères fondateurs, des pionniers du théâtre populaire adapté à la télévision. 18 ans après son décès, ses œuvres revisitées par Pape Ibrahima Ndiaye. Dans la rue ou auprès de la jeune génération, Pape Demba Ndiaye a certes pris de l'âge, mais l'homme ne passe jamais inaperçu. Devenu directeur de la troupe théâtrale Daaray Kocc, le réalisateur a pendant des années occupé le devant de la scène. Ce succès, il le doit sans doute à Cheikh Tidiane Diop, l'un des pionniers du théâtre populaire sénégalais adapté à la télévision. Cheikh Tidiane Diop, un scénariste et réalisateur qui, grâce à son talent hors pair, s'est très vite imposé vers les années 1970. On devait représenter le Cap-Vert à la semaine régionale, à la semaine nationale de la jeunesse, et Cheikh en a profité pour écrire sa première pièce, Ami Collé, ou l'ambition d'une jeune villageoise. Et parmi les membres du jury, il y avait un certain Abdoulaye Seck, un grand homme du théâtre aussi, donc qui a vite décelé des talents chez cette jeune troupe de Daaray Kocc. Cheikh Tidiane Diop, c'était l'écriture, la réalisation, mais également la vision. Le 25 novembre 2002, une tragédie frappe la troupe comme dans une pièce de théâtre. Le réalisateur décède à Dakar, laissant derrière lui un travail colossal. La preuve, ces scénarios écrits il y a 30 ans, voire plus toujours d'actualité. Il n'y a qu'à voir un DG peut en cacher un autre, il n'y a qu'à voir les films qu'il avait fait sur la politique. On se croirait à l'époque contemporaine, à aujourd'hui même. Pour vous dire qu'il apportait une très grande importance, parce que Cheikh, c'est quelqu'un qui travaillait ses scénarios, qui réfléchissait. Il pouvait faire 2 ans. Moi, je peux vous montrer une adaptation du roman de Malick Dia, Le balcon de l'honneur, que Cheikh a adapté. Il a commencé l'écriture en 1989 pour la terminer en 1991. 18 ans après la disparition de Cheikh Tidiane Diop, la troupe a perdu d'autres repères, des générations d'artistes comédiens. Le legs de Daaray Kocc est en question, mais pour Pape Demba Ndiaye, ces traces d'histoire sont indélébiles. Parce que depuis le décès de Cheikh, la troupe a fait une vingtaine de productions. C'est vrai que depuis 2012, il y a peut-être une petite léthargie. On ne voit plus la troupe Daaray Kocc. On n'entend plus la troupe Daaray Kocc, mais c'est pour d'autres raisons. Ce n'est pas parce que les anciens nous ont quittés, ce n'est pas parce que nous sommes en mal d'inspiration. Pape Demba Ndiaye le reconnaît, les choses ne sont plus comme auparavant, à l'époque où la troupe trônait sur la scène théâtrale sénégalaise. N'empêche qu'il va continuer à se battre pour préserver l'héritage de Cheikh Tidiane Diop. Cette question est vraiment diakhal. Mais ñi fi jege di dem Italie lan la ñuy uti xanaa liggéey. Et ce mercredi, Abdourahmane Ly nous emmène découvrir Kër Lamine Camara. C'est un village situé dans le département de Koungheul qui a été fondé par l'érudit de l'islam Bouna Hamdi Kounta. Je vous propose de suivre cette découverte. Nous sommes à Kër Lamine Camara, dans le département de Koungheul, dans la région de Kaffrine. Une localité où les habitants doivent une fière chandelle à son fondateur Bouna Hamdi Kounta. Lui qui a quitté son Kadior natal à Nankenar pour arriver ici en 1913. Cet érudit à l'islam a par ailleurs facilité la conversion de plusieurs personnes à l'islam, guide religieux de plusieurs disciples, dont Lamine Camara qui a été son premier fidèle dans la zone. Parce que boobu ñi magoon ci ay taalibeem maam Lamine Camara la tudd Lamine Camara
Le plus âgé de ses disciples se nommait Mam Lamine Camara. Il a donné le nom de ce village à cet homme. Depuis cette époque donc, ce village a pour nom Keur Lamine Camara. C'est aujourd'hui devenu une zone islamisée, une zone islamique, une zone où on donne une importance capitale à l'apprentissage et au travail. Faire de la zone une localité islamique, c'est la mission que Bouna Amdi Kunta a transmise à son disciple Lamine Camara. Mission accomplie, serait-on tenté de dire, dans cette zone qui a été le repère des animaux. Aujourd'hui, ils ont laissé la place aux êtres humains qui ne se plaignent pas de manque d'eau, devenu un casse-tête presque dans tous les villages du pays. Dans cette zone, nous ne manquons pas d'eau. Le puits dont nous disposons n'a jamais manqué d'eau. Nous rendons grâce à Dieu. Nous avons également à côté un forage qui fonctionne depuis sa mise en place en 2000. Et c'est en 2017 que les habitants de Keur Lamine Camara voient pour la première fois la lumière de l'électricité, une épine enlevée du pied, mais d'autres plus douloureuses persistent. Nous avons un sérieux problème avec les routes qui ont une situation de délabrement très avancée. Nous sommes dans une zone enclavée. À part ce problème lié à l'accessibilité, nous n'avons pas de structure sanitaire aux normes. Nous avons une case de santé dans la zone, mais qui n'est pas équipée. Un poste de santé non équipé qui pousse ses habitants à aller se faire soigner ailleurs, au poste de santé privé qui ne leur donne cependant pas accès aux avantages notés dans les structures de santé publique, ou encore à Kongel, à 10 km d'ici. Il y a un chauffeur du nom de Setba qu'on appelle pour pouvoir nous rendre à Kongel. S'il n'est pas disponible, nous louons une charrette ou une moto. C'est vraiment compliqué. Malgré ces nombreuses difficultés, une solidarité considérable entre habitants est notée dans la zone. Des habitants qui appellent quand même les autorités étatiques à leur venir en aide pour améliorer leurs conditions de vie. Merci beaucoup Abdourahmani, une autre découverte mercredi prochain sur ITV. Et voilà, c'était l'essentiel de l'actualité de ce mercredi. Merci d'avoir été avec nous. Un merci également à toute l'équipe de la régie. À suivre dans quelques instants la suite de la Total, bloc d'information, cette fois avec Cheikh Hassan Afal. Au revoir.